Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo peut-être un petit peu particulière, quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. Je me suis dit, suite au vlog sur le Grand Prix Explorer organisé par Squeezie, le Grand Prix avec les F4 vous savez. Alors je vous ai fait mon retour d'expérience et de tous mes sentiments, de par où je suis passé etc, ce qui est cool. Mais je me suis dit que peut-être qu'il vous manquait un petit peu de on-board, un petit peu de décryptage on va dire de comment on roule une F4, de ce qu'on nous a appris, le circuit Bugatti, la voiture etc, dans des conditions certes un petit peu particulières parce qu'il faisait assez froid mine de rien à l'époque, puisque c'était fin mars déjà. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous qu'on voit ça un petit peu ensemble. Et puis je vais essayer de faire la même chose aussi pour la Twin Cup, notamment pour les essais libres, parce qu'il y a à peu près un quart d'heure de rush je pense, et ça peut être grave sympa je pense. C'est une expérience qui est vraiment très particulière et j'avais envie aussi de vous parler et de vous dire un petit peu par quoi je suis passé dans ma tête sur justement la Twin Cup. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur la F4 tranquillement. On va faire un tour du circuit Bugatti et puis on va en parler en vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne quoi, pour vous donner un ressenti un peu plus on va dire complet sur le on-board dans la voiture. Bon alors ce que j'ai fait c'est que je vous ai pris un tour de la session de l'après-midi, donc la première session de l'après-midi, et je crois que c'est vraiment la session où j'ai entre guillemets le mieux performé. Alors pas dans le sens battre un temps au tour, mais dans le sens où vraiment bien piloter, bien appliquer les conseils de Denis qui est notre instructeur. Donc c'est vraiment la séance je pense après le déjeuner où il y a eu le moins de tête à queue, où ça s'est le mieux passé, où tout le monde a roulé bien comme il fallait. Je pense que c'est probablement la séance où tout le monde était le plus appliqué finalement. Donc du coup on va essayer de voir un tour ensemble. Je vous ai pris le tour que moi j'estime être pas le plus mauvais, peut-être le mieux. Je me suis basé sur le fait que je passe la courbe Dunlop avec la moitié d'accélérateur, je passais pas à fond. On avait les pneus pluie. Alors pour vous faire justement un petit état sur les conditions de piste, il faisait froid, c'était compliqué de chauffer la gomme. Même si on avait des pneus rainurés, on avait les pneus pluie pendant toute la journée, même quand il faisait sec. Parce que en fait c'est une gomme qui chauffe beaucoup plus vite. Du fait qu'il y ait des rainures, en fait vous avez des blocs de gomme qui bougent sur eux-mêmes en fonction de la charge qu'on met sur le pneu. Et le fait que ça bouge, ça chauffe plus vite. Alors que si on prenait des slicks, fallait mettre beaucoup plus d'énergie, donc rouler plus fort. Pour des débutants c'est compliqué, même pour moi encore une fois entre la théorie et l'appliqué il y a un monde absolu. Et je suis autant débutant que tous ceux qui prennent la piste aujourd'hui, vous inquiétez pas, même si j'ai fait du simu etc, ça peut aider, mais il y a une marge de progression qui est énorme pour tout le monde, y compris pour moi. Donc du coup ouais, les pneus rainurés, ça chauffe un peu plus vite, ça chauffe un petit peu mieux. Forcément on va avoir un petit peu moins d'adhérence, notamment sur les latérales, parce que les latéraux plutôt, parce que la gomme va bouger sur elle-même. Donc c'est pour ça que j'avais pas autant de confiance que ça dans la courbe Dunlop, qu'on passe à 180 à peu près, parce qu'on sent quand même que l'arrière tu vois, s'appuie, se dérobe, etc. Donc on avait ces pneus là, il faisait frais. Je pense que même à un moment donné, on commence à avoir quelques gouttes sur la caméra. Et puis on a une manière de piloter. Alors on nous a donné un petit feuillet justement où on nous dit la trajectoire, le rapport, la manière de freiner, à quel point il faut être dégressif, où est-ce qu'on emmène le frein, etc. Et on va essayer de voir ça un petit peu ensemble sur l'entièreté du tour. Je pense que ça peut être assez intéressant. Bon alors du coup ce que je vous propose c'est que on fasse un premier tour en on-board où je me tais. Je vous laisse apprécier un petit peu le son de la voiture on va dire, les trajectoires etc. Et ensuite on va discuter tranquillement justement du tour. Fin du tour, à droite l'entrée des stands, le double droit entre guillemets du raccordement je crois que ça s'appelle. C'est les deux derniers virages avant la ligne droite de départ arrivée. Donc c'est parti.
Bon alors vous venez de voir le tour, alors oui la fin du tour est pas ce qu'elle est, on prendra une autre fin de tour un peu plus tard histoire d'analyser un petit peu les derniers virages parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Vous avez bien vu on s'est retrouvé à 3 de front sur la ligne droite de départ arrivée. Vous avez vu la vidéo sur les angles morts en F4. Ouais, j'étais pas serein, j'étais absolument pas serein parce que je sais pas combien il y avait de voitures côte à côte derrière moi, je sais pas où est-ce qu'elles étaient, je sais pas si elles étaient loin derrière, si je pouvais me rabattre pour prendre ma trajectoire comme il fallait. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper et quand on connaît pas, ça peut être très vite très dangereux. Donc et puis t'as pas un klaxon, hein, pour prévenir, fais pas de la merde. Non, là y a rien. Du coup on va rewind et puis on va regarder ensemble tranquillement. Alors on commence avec les 2 derniers virages. Le virage du raccordement, donc vous voyez là on peut sortir quand même très très large. Faut conditionner toute la grande ligne droite, donc il n'y a pas de secret. Faut sortir le plus droit possible, mettre les gaz. Il y a un petit détail que peut-être vous savez pas, moi en tout cas je savais pas, c'est que ces F4 n'ont pas de différentiel. Donc la roue intérieure et la roue extérieure parcourent entre guillemets le même chemin, peu importe on va dire l'angle du virage. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une roue intérieure qui parfois va sauter, on va l'entendre pendant le tour sur 1 ou 2 vibreurs, bah on va avoir entre guillemets un peu de patinage quoi grosso modo. Là faut bien préparer, donc attention aux vibreurs ici, en vrai on pourrait prendre un petit peu plus large mais il commence un petit peu à pleuvoir, faut faire attention. Donc on y va tranquillement. On est en 3ème vitesse. En vrai, je pense qu'il y a quelques virages où on devrait peut-être être une vitesse en dessous, mais on nous a dit bon bah c'est telle et telle vitesse. Moi j'ai pas trop posé de questions, j'ai dit bon bah ça doit être ça. Je suis pas expert, donc voilà. Donc 3ème vitesse. En vrai je pense qu'on peut sortir de là en 2, on aurait plus de reprises, plus d'élan, plus de vitesse pour arriver à un Dunlop. Mais être en 3ème, ça permet d'avoir un maximum de traction et donc éviter de faire patiner les roues arrière et de partir en tête à queue. On élargit bien sur le côté, attention évidemment les 4 roues à l'intérieur de la ligne blanche, c'est pas le vibreur qui est à la limite de piste, c'est toujours les lignes blanches. Les vibreurs ne font pas partie de la piste. Bon, on nous a rien dit hein, sur les track limits, vous inquiétez pas, ils ont été assez gentils là-dessus. Là on enchaîne les vitesses, c'est un moment un petit peu aussi de repos mine de rien les lignes droites, alors ça paraît complètement fou, on est à 170 km/h, mais c'est un moment où vraiment le corps peut se reposer mentalement, physiquement, où t'es là, t'es dans la voiture, t'as juste appuyé à fond, à passer les vitesses quand les diodes elles s'allument, et c'est tout, et t'as juste à souffler un petit peu, parce que mine de rien, quand t'es en virage, vous allez le voir, faut une vraie concentration, et si le corps commence à se fatiguer, on peut perdre cette concentration-là, parce que bah, le cerveau va automatiquement se concentrer sur comment faire pour donner plus de muscles, etc. plutôt que de se concentrer sur comment je fais pour bien appuyer sur l'accélérateur, être progressif, bien tourner le volant, etc., etc. Donc le principal, c'est d'avoir un corps bien fit pour que le cerveau s'occupe seulement du pilotage. Donc ça, c'est une première chose. Et en fin de journée, je vais être honnête, la fatigue, elle n'était pas tant physique, elle était un petit peu physique. Mais mentalement ça a été beaucoup plus dur pour être bien concentré et vraiment prendre des bonnes trajectoires. Là on arrive, fond de 5ème, on peut pas passer la 6, ou enfin si on passe la 6 on sera encore un petit peu en sous-régime peut-être. 179 km/h, je n'ai pas réussi à passer Dunlop à fond, ça viendra avec les pneus slick, ça passe facile à fond de toute façon. Voilà, donc là on a eu le premier enchaînement qui est assez complexe, mine de rien. Donc on arrive fond de 5, 180, en vrai, alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo, en fait, ça paraît un peu fou. Vaut mieux rester à fond que de lâcher l'accélérateur. Parce que si on lâche l'accélérateur, automatiquement la voiture est plus en accélération, donc la charge n'est plus à l'arrière, mais va basculer à l'avant. Si on fait basculer la charge à l'avant, on réduit la charge des pneus arrière et donc du coup l'arrière devient instable. Et donc ça peut être dangereux dans le sens où bah, si tu lâches ça, même si tu as de l'aéro, mine de rien, bah, tu vas déséquilibrer un peu ta voiture et tu vas être, on va dire, un peu moins serein. En fait, vaut mieux passer Dunlop à fond, avoir la charge sur l'arrière, quitte à avoir un peu de sous-virage, mais au moins, t'es sûr de ce qui se passe. Donc là, effectivement, on était à moitié de l'accélérateur à peu près. J'ai tenu 180 en entrée. Ouais, c'est ça, 177. Bon, après, ça redescend un petit peu. Finalement, j'arrive à remettre de l'accélérateur en sortant, on va dire, de la courbe Dunlop pour attaquer le freinage, justement, de la chicane Dunlop, du même nom. Gros frein. Alors je sais pas si j'arrive pas, mais en tout cas je mets pas plus pour l'instant que la moitié de la pression de frein qu'on a de disponible. Faut encore une fois reprendre en considération qu'on est avec des pneus pluie, que ça bloque un peu plus facilement, qu'on est sur une piste
qui est encore sèche à ce moment-là, donc ça va, que la température extérieure est quand même assez basse, la température de piste est assez basse aussi. Donc mine de rien, mettre un giga coup de frein bien comme il faut du pied gauche parce que j'arrive à freiner pied gauche, pas simple, en vrai pas simple. Mais le but c'est quand même de faire la belle courbe du dégressif, donc vous savez, genre monter d'un coup et puis redescendre. Alors Denis il nous dit, j'aime pas qu'on appelle ça genre taper dans les freins parce que c'est faux. Évidemment on va pas faire d'un coup sec genre monter en haut, genre généralement c'est plutôt effectivement une grosse progression assez abrupte au tout début. Mine de rien, il va y avoir un moment de progression, quoi. Ça, c'est pas genre tu tapes à fond dedans. Évidemment, il y a toujours un mini fond de progression, quoi. Donc, bon gros freinage. Et derrière, on freine en dégressif bien comme il faut. Denis a dit, c'est pas Jacques a dit, c'est Denis a dit. D'abord, vous freinez. 50% du freinage d'abord et ensuite on s'occupe de descendre les rapports. Donc là typiquement on est en 5e, on va passer la chicane en 3e. Donc pendant 50% du freinage, au tout début, boum, on met le pied sur le frein, on décélère et une fois qu'on a bien géré la décélération, tac, là on commence à descendre les deux rapports. Freinage, tac, tac, 3, 4, on accroche, on réaccélère et on sort de la chicane. Alors, pour terminer sur la chicane, parce que c'est quand même très très intéressant. Donc là on emmène du frein, on emmène du frein, on emmène du frein. Encore un petit chouille pour faire tourner la voiture, mais vraiment pas grand chose, hein, vous le voyez ici. Pas grand chose, et dès qu'on va être sur le vibreur, que la voiture, boum, elle est positionnée nickel pour aller attaquer le deuxième droite de Dunlop, où je sais que je vais pouvoir ressortir parfaitement et que je vais pas avoir besoin de lâcher l'accélérateur, et ben là on peut remettre le pied sur l'accélérateur. Ce qui est très intéressant, c'est que Denis nous a dit que comment on envisage un virage. On n'envisage pas, la première chose c'est on n'envisage pas le repère de freinage, le repère de braquage puis le point de corde. En fait, la première chose qu'on doit regarder, c'est où est-ce qu'on va réaccélérer pour être sûr que c'est là qu'on doit réaccélérer. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on va réaccélérer, on sait où est-ce qu'on a notre point de braquage, on sait où est-ce qu'on a notre point de freinage et du coup il n'y a plus qu'à. Et en fait, moi dans ma tête c'était pas comme ça, moi dans ma tête c'était dans l'ordre inverse et en fait c'est hyper logique que ce soit le point de réaccélération, la chose qu'il faut regarder et la chose sur laquelle il faut se concentrer. À partir du moment où on réaccélère, le but du jeu c'est d'être progressif, parce que sinon si tu es d'un coup sec, tu passes pas assez vite on va dire dans le virage, donc il faut être progressif et être sûr que tu vas pas relâcher l'accélérateur de toute la sortie du virage pour être à fond dans les lignes droites et gagner du temps. Donc là, nickel, le positionnement de la voiture est bien. J'ai encore la voiture, encore le volant qui est un petit peu braqué pour finir le premier virage. On va commencer à débraquer correctement, tout en réaccélérant. On a la confiance dans la voiture. Le changement de direction, on peut bien rouler sur le vibreur. Ouais, ça passe. Là, ici, généralement, on a un petit sur-régime, entre guillemets. Je sais pas si on le voit à l'aiguille. Parce que justement, c'est là où il y a une différence et où on va sentir qu'il n'y a pas de différentiel sur la voiture. Donc là, on réaccélère, très bien. Hop. Et là, est-ce que l'aiguille va monter d'un coup sec ou pas? Attends, je regarde. Hop. Non, ouais, non. Ah si, ouais, effectivement. Elle est montée vers les 5000 et elle est redescendue un petit peu. La sortie, très bien, tac, on sort un petit peu large, mais pas trop. Le vibreur vibre quand même pas mal. Et on a fini notre premier enchaînement de la chicane Dunlop avec la grande courbe Dunlop, qui est un enchaînement pas très compliqué, mais qui demande vraiment de la précision et surtout de la minutie. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant, on passe à la suite. Deuxième enchaînement, deuxième gros virage, on va dire. On arrive donc sur le virage de la Chapelle. Alors, le virage de la Chapelle, on sort de la courbe Dunlop, on va se blottir sur la gauche. C'est un grand virage à droite où il faut aller chercher très loin du regard notre point de corde et notre point de sortie. Et surtout, en fait, on est en descente. Donc, on va se faire un petit peu délester. On va vouloir descendre un rapport de boîte de vitesse. Donc, il faudra faire attention à ne pas être trop en sur-régime. Sinon, on risque de bloquer un petit peu les roues arrière et de déséquilibrer la voiture. On n'a pas envie d'avoir ça. Donc, du coup, légère pression sur le frein, tranquillement, normalement. Et après, ça devrait aller. Alors, déjà, mon positionnement, il n'est pas top. En vrai, je devrais être un petit peu plus à gauche. Je dirais pas qu'il faut être complètement collé sur la ligne blanche. Dans le meilleur des cas, j'ai envie de vous dire peut-être, mais je suis pas certain avec ces monoplaces parce qu'on ferait peut-être trop de chemin par rapport à la vitesse qu'on a et ça vaudrait peut-être plus le coup d'être un chouille plus à gauche, mais pas totalement à gauche, je pense. Après, il faudra voir sous conditions sèches. Peut-être que c'est un petit peu plus différent. Mais là, en tout cas, je suis trop milieu de piste. Donc ça, c'est un de mes défauts. Vraiment, j'ai du mal sur ce virage-là. Je sais pas encore comment on peut bien le passer et tout. Donc là, léger frein. En vrai, là, je mets un énorme coup de frein, mine de rien. Donc je fais beaucoup chuter la vitesse. Je descends le rapport de boîte. J'ai l'arrière à chaque fois qui va se dandiner un petit peu. Parce que là, on change un rapport. Et vous voyez, là, il faut regarder ici. Il faut vraiment regarder là-bas. Parce qu'on va réaccélérer vraiment
assez tardivement généralement. Moi je fais le virage un peu à l'envers parce qu'au final je réaccélère très tôt parce que j'ai mis trop de frein en entrée. Et c'est ça en fait le gros défaut que j'ai sur ce virage, c'est que je vais avoir tendance à trop freiner, donc du coup je vais arrêter la voiture et donc je vais vouloir tout de suite réaccélérer même si la voiture est pas bien positionnée. Le vrai problème c'est que il faudrait attendre que la voiture soit bien positionnée vers la sortie pour réaccélérer pleine balle. Là en fait je vais mettre trop de frein, je mets 3 fois trop de frein. En fait il faudrait que je mette, je sais pas, 15-20% de freinage pour amorcer la chose. Et puis ensuite, je laisse rouler la voiture et hop, je vais remettre du gaz un petit peu plus tard. Là, je fais beaucoup trop chuter la vitesse de la voiture. Parce que là aussi, il y a aussi un petit peu d'aéro qui rentre en compte. Et forcément, c'est compliqué mentalement de se dire que l'aéro va prendre le relais et que forcément, on va avoir un petit peu plus d'appui. Mais là, typiquement, je réaccélère entre guillemets un peu tôt par rapport à ce que je devrais et par rapport à la position de la voiture. Tac, là, on réaccélère bien comme il faut. La sortie, vous voyez, j'ai réaccéléré à fond, j'ai lâché un petit peu, j'étais milieu de gaz et je remets plein gaz. C'est dommage parce que ça, forcément, ça va nous faire perdre du temps autour. On est bien sur l'extérieur et on arrive au virage suivant, qui est le virage du musée. J'ai pris mes petites feuilles pour tricher. On arrive donc au virage du musée, qui a un long gauche qui s'ouvre en sortie. Donc on peut emmener quand même pas mal de vitesse en entrée, mine de rien. Et il faut juste avoir un petit peu le cœur accroché et faire confiance à la voiture et faire confiance que effectivement, 1, le virage s'ouvre, 2, on va avoir du grip et que on n'a pas peur d'aller se dire bonjour au bac à gravier qui est sur la droite de la piste. Alors on arrive, gros freinage. Normalement, le point de repère que moi j'avais, c'était plutôt de freiner sur le début du vibreur blanc. Quand on a des slicks et qu'il fait à peu près chaud, les pilotes de F4 ils freinent là-bas, ils freinent à la fin du vibreur. Donc moi j'étais là, j'étais ah bon, c'est quand même rapide de freiner là-bas, là, ça fait beaucoup quand même, non? Donc là on arrive, on amorce le freinage, je freine quand même assez tard. Et Denis nous a dit de plonger parce que tous, que ce soit Boozy, moi, Squeezie je crois aussi, on avait tendance à beaucoup retarder, on va dire, notre point de braquage pour rentrer dans le virage. Denis nous a dit, bah non, en fait, genre, le point de braquage, typiquement, c'est la fin du vibreur. Faut que vous plongiez à l'intérieur. Donc, moi, je trouvais ça un peu curieux. Mais mine de rien, en fait, on a quand même pas mal de grip. Alors, je pense que sur le sec, avec des pneus slick, la trajectoire serait peut-être un peu différente. Mais là, on arrive à quand même emmener pas mal de vitesse. Et vous voyez, là, je commence à remettre à peine le pied sur l'accélérateur. Mais la voiture, elle est pas du tout... En fait, il faudrait que je remette l'accélérateur peut-être plutôt par là. La voiture n'est pas encore positionnée pour sortir du virage. Ou alors, mon point de sortie, il va être par là. Ce qui n'est pas totalement idiot parce que par là, ça commence à s'ouvrir un petit peu au niveau du virage. Donc, il y a encore un petit peu de boulot. Mais vous voyez, je remets vraiment l'accélérateur. Et là, on va s'écarter de plus en plus. Donc, on avait dit par là, quoi, le point de sortie. C'est pas encore ça. Il y a encore du positionnement à travailler pour savoir où est-ce qu'on remet les gaz. Mais tout va très vite, donc là pareil on peut vraiment mordre un petit peu sur l'extérieur. J'y allais pas trop parce que la piste était un peu sale et que là aussi c'était un peu froid, il y avait un peu de pluie qui commençait à tomber. Fin du virage du musée, vous voyez, il est vraiment pas simple pour le coup. Il y a encore des progrès à faire. Je pense que la trage elle sera peut-être un petit peu différente sur les slicks. Je sais pas comment ça s'est passé pour la deuxième session pour Valouz notamment et puis Villebrequin etc. qui ont roulé. Il y a de l'amélioration à aller chercher aussi dans ce virage là. Là les deux virages qu'on vient de voir sur le virage de la Chapelle et le virage du musée, il y a encore de l'amélioration très clairement. Ligne droite du coup avant le double droit du garage vert, puisque ça s'appelle comme ça. Ligne droite où là aussi on peut un petit peu se reposer mine de rien parce qu'on vient de faire mentalement deux virages assez complexes, moi je trouve personnellement. Donc on se repose un petit peu, va falloir juste prendre nos repères. Généralement je freinais après le début du vibreur, je pense que je peux freiner encore un petit peu plus tard. Gros frein, donc vous voyez là c'est probablement l'un des virages où on freine le plus fort sur le circuit avec la chicane Dunlop. Mais gros frein tout droit et il faut déjà balader son regard sur le point de corde. C'est un double point de corde, donc un petit peu au choix on nous a dit en vrai, soit vous prenez les deux points de corde et pas de souci. Soit vous pouvez peut-être être un petit peu large en entrée du premier droit pour replonger bien comme il faut dans le deuxième. Mais du coup, il faut vraiment bien positionner sa voiture si on prend cette trajectoire-là. Moi, c'est celle qui me paraît le plus naturelle, entre guillemets, pour avoir une bonne relance justement dans la ligne droite qui suit, parce qu'il y a une grosse ligne droite qui suit derrière. Donc, je me dis, ouais, il faut avoir une bonne relance à la sortie de ces deux virages à droite. On arrive, gros frein. Et en fait, on peut tellement retarder le freinage parce qu'on peut emmener du frein jusque dans l'entrée. On peut emmener beaucoup de frein dans l'entrée du premier droite.
Donc là, on va garder un filet de frein, essayer de faire pivoter la voiture bien comme il faut. Et vous allez voir, en fait, je vais bien rebraquer une dernière fois. Alors, je vais peut-être un petit peu loin. Denis m'a dit que j'allais peut-être un chouïa loin ici. Je suis peut-être un petit peu loin sur la trage. Je devrais être un chouïa plus à droite. Et surtout, en fait, quand je remets les gaz, ma voiture, elle est pas bien. Ma voiture, là, elle dit bonjour au mur là-bas. Elle dit pas bonjour au point de corde là-bas. En fait, c'est... Encore une fois, je vous le dis, tout l'enjeu dans le virage, c'est de positionner sa voiture pour la sortie. Et une fois, si et seulement si elle est positionnée pour la sortie du virage, là, on remet les pieds sur le gaz. Typiquement, là, je devrais enlever de l'accélérateur, je devrais même pas être sur le frein, je devrais laisser rouler la voiture. Parce qu'en fait, là, naturellement, j'ai le volant qui est à 90 degrés. Je vais mettre de l'accélérateur et naturellement, par l'accélération, la voiture va faire basculer, on va dire, la charge sur l'arrière de la voiture. Donc, on va décharger les pneus avant. On va avoir un peu de sous-virage et du coup, bah, je vais pas être optimal sur ma trage. Donc là, je vais réaccélérer. Bon, alors ça tourne quand même, hein, faut pas déconner non plus. Je vais réaccélérer, tu vois, mais effectivement, un petit chouïa de sous-virage, j'aurais pu être un petit peu mieux. En fait, typiquement, pour être parfaitement aligné, genre ici, là, ouais, c'est là où on peut commencer à remettre du gaz sur la pédale d'accélérateur. C'est là où on peut commencer à remettre du gaz parce que c'est à ce moment-là où je vais commencer un petit peu à débraquer. À partir du moment où on commence à débraquer, bah là on peut appuyer sur l'accélérateur. Donc là, ouais, bon, bah pas ouf. En vrai, pas ouf. Ça passe, ça peut être vite, mais ça peut être mieux, ça peut être bien mieux. Sortie, on peut bien prendre le vibreur à droite, c'est pas un souci. On peut un petit peu aller sur la gauche. Pareil, on peut manger un peu le vibreur, c'est pas un souci. Et là, on va arriver sur la ligne droite avant le gauche-droite du chemin au bœuf, il me semble. Très intéressant, c'est que sur cette portion de ligne droite, la ligne droite, typiquement ici, elle est bombée. C'est-à-dire qu'au milieu, tu es sur une crête, grosso modo. Et en fait, ce qui est assez étrange, et c'est pour ça que je comprends Lance Stroll avec son crash avec Latifi, encore une fois, c'est que effectivement, quand tu passes d'un côté ou de l'autre, tu te fais emmener, littéralement. Pour ceux qui ont iRacing, c'est exactement la même chose sur la ligne droite des Unodière quand vous êtes avec une LMP1 ou une LMP2. Quand vous êtes au milieu, en fait, ça vous aspire un peu soit d'un côté gauche, soit du côté droit de la ligne droite des Unodière. Bah là, c'est exactement le même sentiment que vous avez au volant de la voiture. Et c'est assez perturbant pour le coup parce que bah, tu te fais emmener d'un côté et de l'autre alors que c'est une ligne droite, quoi. Genre, il n'y a rien de fameux. Du coup, on est dans une ligne droite. Là aussi, on va taper 180-190 km/h. C'est un moment où il faut aussi apprendre à se reposer avant de voir tout l'enchaînement du troisième secteur. On arrive sur le gauche-droite du chemin au bœuf qui est assez particulier. Les meilleurs freinent à la passerelle. Bon là, avec les conditions qu'on avait, c'était compliqué de freiner aussi tard. Mais les meilleurs freinent à la passerelle, voire juste après, grosso modo, avec les slicks sur le sec, etc. Gros frein, on va tomber la 4 et là, on a une inscription à faire. Et après, on tire tout droit dans le droite. Donc, on fait un gauche-droite, vous allez voir. Pas grand-chose à dire en vrai. Ce qui est un peu compliqué, c'est que en entrée, en fait... Vous allez le voir, en fait en entrée, on a du mal à situer où est le point de corde parce que les murs sont très proches à gauche et à droite. Et si tu veux, tout le S se dessine vraiment ici. Une fois qu'on a commencé à mettre le pied sur frein, on a la vue qui commence à se dégager et c'est là où faut être super attentif. Donc là, freinage, gros freinage là aussi. On tombe la 4, on inscrit la voiture, on garde un filet de frein pour faire tourner la voiture. Attention à la dérive du train arrière si on a un petit peu trop de frein. Et on peut assez rapidement remettre l'accélérateur pour essayer de tirer un tout droit. Là, on peut vraiment mordre à l'intérieur. On peut aller mordre aussi à l'intérieur dans le virage à droite. Vous allez voir, en fait, il y a vraiment du grip. C'est là où moi, je me sentais vraiment assez bien. Pas de frayeur. Là, on est nickel. Boum. On traverse. Et puis, on a juste à bien ouvrir le volant. Alors, attention ici. Je l'ai fait une ou deux fois. Les vibreurs sont assez hauts et mine de rien la voiture est assez basse. Et du coup là ça tapait directement dans le fond plat. Je l'ai sorti, ça fait rac. J'étais aïe. Là ça fait peut-être un peu mal et j'ai pas envie de casser la voiture non plus. J'ai pas envie de péter un fond plat, ce serait un petit peu dommage. Voilà pour la fin du gros enchaînement. Et puis là vous allez voir, bon bah là on arrive typiquement sur des voitures qui sont un peu moins rapides que nous. Moi j'ai pas pris de risque, j'aimais pas prendre du risque à dépasser, à faire n'importe quoi et tout. Faut y aller doucement, on est avec des voitures qui vont vite, on peut se faire mal donc mollo quoi. Mollo, on essaie de dépasser correctement sans faire le foufou.
Je vais aller vous chercher un passage que je trouve plutôt correct, justement pour le dernier enchaînement qui est là aussi assez complexe mine de rien, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Je vais vous mettre en version normale pour que vous voyez un petit peu la fin du circuit, ce que ça donne, un rythme de course entre guillemets, pas avec des voitures pulantes, etc. Pour que vous ayez un petit peu une impression des derniers virages, pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, chemin au bœuf, pas de souci. On prend à l'inté. Ça vibre pas mal mine de rien, mais franchement ça va. C'est pas aussi fou qu'on y croit. Voilà, fin du tracé du Mans. Alors, c'est assez complexe mine de rien. Il paraît, et je l'ai corrigé dans la dernière session il me semble, il faut pas passer en 3, fallait passer en 4 visiblement pour être un peu plus rapide. J'aimais bien le passer en 3 parce que ça permettait d'avoir un peu de relance notamment pour le gauche. Alors premièrement, le premier droite est un double point de corde en banking légèrement. Donc en fait, on peut jeter dedans, mais il faut avoir confiance entre guillemets parce que bah oui, en fait il y a un peu de banking, donc on va avoir un petit peu plus de grip. Donc premier à gauche, faut pas aller clipper le vibreur. Par contre effectivement on peut aller un peu plus clipper le vibreur ici. Je réaccélère peut-être un petit peu tôt, ce qui veut dire que je peux encore reculer mon point de freinage typiquement. Donc là on freine, on freine, on freine, on freine. Je freine soit trop fort, soit je freine pas assez tard. Donc typiquement je freine pas assez tard on va dire. Hop. Ah, je remets l'axel, tu vois, genre, faut encore... Je peux rentrer avec plus de vitesse, me retrouver peut-être un chouïa plus à gauche pour remettre le pied sur l'accélérateur un chouïa mieux quand la voiture est vraiment un petit peu plus pivotée sur la droite pour dire bonjour, on va dire, ici au prochain point de braquage. Parce que c'est là aussi où on a un point de braquage pour le virage suivant. Donc là, tac, on réaccélère. Là, je remets plein gaz. Ouais, je remets plein gaz. Et là, typiquement, bam, faut tourner la tête, aller chercher notre point de corde, le point de freinage. Alors, là, il y a plusieurs manières d'aborder ce gauche, parce que ce gauche est un petit peu en haut d'une crête, et on déleste un petit peu, mine de rien, la voiture, parce qu'en plus, en sortie, il y a une légère petite pente. Soit on relâche d'un coup les gaz, et du coup, ça nous fait basculer un petit peu de charge sur les pneus avant, et ça suffit pour mettre notre point de braquage, et derrière, on aura juste à réaccélérer un petit peu histoire de rebasculer un petit peu de charge à l'arrière et rééquilibrer notre voiture. Soit effectivement on relâche l'accélérateur, on met un léger coup de frein histoire d'être sûr d'avoir vraiment de la charge sur les pneus avant pour pouvoir mettre un coup de volant. Derrière on laisse rouler un petit peu la voiture et une fois qu'on est bien positionné, encore une fois, on peut remettre gaz. Là typiquement en vrai je pense que j'aurais pu remettre gaz un petit peu plus tôt parce que la voiture était déjà plutôt bien positionnée. Ouais là ici je peux remettre les gaz. Là je suis déjà en phase de remise de gaz, tu vois. Ouais, de très légère hein. En vrai je pense que je suis pas mal. En vrai je pense que je suis pas trop mal. Ça peut être un petit peu mieux, mais je pense que je suis pas trop mal. La réaccélération, on peut aller mourir comme dirait Franck Montagny sur l'extérieur du vibreur. Par contre faut pas rester trop longtemps ici. Faut tout de suite aller à gauche parce que derrière on a le double droit du raccordement. Donc là typiquement on arrive, gros freinage aussi. On peut rester en 3. En vrai normalement je pense qu'on devrait passer la 2. Mais là on pouvait rester en 3, ça nous laissait suffisamment de traction. Là en fait on peut vraiment rentrer avec beaucoup de vitesse dans le premier droit parce que derrière on sait qu'on va aller encore une fois mourir sur l'extérieur ici sur le vibreur. Il y a une petite marche avec ce vibreur là, ce qui fait que ça va nous faire pivoter un peu la voiture et ça va nous la placer normalement juste ce qu'il faut. Alors ça dépend, hein. Il y a des moments où tu te la places pas bien du tout comme il faut, mais normalement il y a la petite marche du vibreur ici qui va nous faire redescendre et nous faire pivoter d'un coup un peu sec la voiture. On va reprendre légèrement du sous-virage avant de reprendre un petit peu d'adhérence sur l'avant et en fait ce petit mouvement là normalement doit nous aligner pour aller chercher justement le point de corde et que on puisse être en phase de réaccélération progressive pendant toute la partie et la sortie de ce virage. Et donc là, on est nickel. Réaccélération, fin du tour de ce circuit Bugatti, mesdames et messieurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon alors vous voyez concrètement, il y a encore beaucoup, je trouve, d'améliorations à faire, hein, que ce soit sur l'entièreté du circuit. Je pense qu'il y a une bonne base, mais encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai préféré respecter ce que Denis a dit au briefing sur la manière dont on abordait une trajectoire, etc. par rapport à ce que je connaissais déjà, ce que je faisais
on va dire de bien ou de mal, on va dire en simu. En fait, typiquement, le simu, c'est un petit peu comme la conduite accompagnée, et je vous l'ai déjà dit. Ça va nous aider, mais on va probablement prendre énormément de mauvaises habitudes qu'il va falloir recadrer, on va dire, au moment où on va prendre la piste, au moment où on va avoir un instructeur, etc. En fait, c'est là où ça devient vraiment très intéressant. C'est que moi, j'ai vraiment tout effacé en mode, ok, vas-y, je connais rien, comment on travaille un virage, etc. La deuxième chose très importante aussi, c'est que il faut surtout pas être émotif, entre guillemets, sur les virages. C'est-à-dire que faut être vraiment cartésien, faut décomposer, faut faire les choses logiquement, et faut pas essayer de se dire, ah tiens, là, je sens que, etc. Ça, c'est pas bon. Vraiment être logique dans la manière dont on aborde un virage, dont on aborde un freinage, dont on aborde une réaccélération, etc. C'est super, super important. Donc voilà, il y a énormément de travail à faire. Je pense que vous en rendez probablement compte avec cette vidéo-là. C'est que c'est pas inné. Et c'est pas parce que je vous parle de Hamilton, Verstappen, Leclerc, etc., des batailles, etc. Alors oui, on peut avoir nos avis, etc. Mais passer de la théorie à la pratique, bordel de merde. Il y a un énorme monde et il faut vraiment prendre ça en considération. Donc oui, je parle de F1. Oui, peut-être vous me voyez comme un des favoris parce que bon, bah, il y a quand même un entraînement avec le simu et ça part pas de nulle part, on va dire. Mais non, je suis probablement pas forcément le meilleur d'entrée de jeu et je vais pas mettre une claque à tout le monde en claquant des doigts. Clairement, absolument pas du tout. Donc prenez bien ça en compte. J'espère que cette vidéo a été suffisamment cool pour vous, pour bien comprendre le pilotage au final, et que ce soit en F4 ou dans d'autres disciplines. Le pilotage va changer forcément d'une voiture à l'autre parce que ce n'est pas les mêmes voitures, mais dans l'ensemble, la décomposition d'une trajectoire, elle se fait de cette manière et effectivement, bah, ça se travaille beaucoup. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, et puis on se retrouve très bientôt pour la Twin Cup, hein, très clairement, on va faire à peu près la même chose on va dire pour la Twin Cup, ça peut être grave intéressant pour avoir un petit peu les sentiments de ce que c'était que de rouler entre les rails à Pau, parce que ça c'était assez exceptionnel. Ciao ciao.